Comme je suis arrivé ce matin, 2 secondes pour me présenter, je m'appelle Marc-André Joannin. J'ai dirigé des centres équestres dans mon jeune temps. Ensuite, je suis devenu conseiller technique régional d'équitation à Montpellier, à l'ADR de Montpellier, pendant 18 ans. Et depuis 1998, je suis formateur au CREPS PACA, site d'Aix. Attention. Voilà. Alors, j'ai fait évidemment plein de coordinations de formation. Et puis, j'ai introduit dans le CREPS d'Aix une formation de DE. D'Estelle Bollier qui m'a demandé d'intervenir pour faire part de nos expériences locales. J'interviens sur finalement deux approches un peu différentes qui dépendent finalement de la logique interne de ces deux formations. Je vais essayer d'être rapide, une dizaine, voire une quinzaine de minutes maxi. Donc le DE tennis, c'est 18 stagiaires entre 18 et 30 ans. C'est des gens qui sont tous en contrat de professionnalisation, donc c'est assez confort sur le plan du financement. Ils sont tous employés dans un club, ils ont un contrat de droit privé pendant l'année de la formation. C'est un peu une formation rêvée, hein. L'alternance, elle est pédagogique, mais elle est aussi professionnelle, ce qui fait que quand ils sont mis en situation professionnelle, ils sont employés d'un patron identifié, d'une structure employeur qui les identifie, qui les rémunère et qui leur demande un certain nombre de choses, évidemment. Donc en fait, ils sont à 35 heures par semaine, comme n'importe quel travailleur en France actuellement. Ils sont 3 jours au CREPS, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le jeudi et le samedi, ils sont dans les clubs, pendant les vacances scolaires également. Et puis, en principe, souvent le dimanche, ils sont en tournoi et le lundi, ils se reposent. Alors donc cette formation qui est très calibrée avec un public très homogène, quand on a introduit en cours de route, après la 2e année, la FOAD, à l'aide de Spiral, on l'a considérée comme un complément de formation en fait. Alors pourquoi? Parce qu'elle est plateforme de ressources documentaires, comme la plupart de ces formations. Elle nous permet quand même de faire des parcours individualisés d'acquisition de connaissances manquantes, puisque quand même le public au niveau des parcours est un peu hétérogène. Et ça nous permet à partir du positionnement de les envoyer sur Spiral, essayer de combler un certain nombre de manques. C'est un espace collaboratif et de partage de documents. Ils échangent les documents, les formateurs en échangent un peu. Et c'est aussi l'intérêt, un lien administratif, et en particulier aujourd'hui dans les formations, Spiral, ce n'est pas sa vocation, mais est un bon support pour suivre administrativement la formation quand on la coordonne, et en particulier faire le suivi des présences. Et Dieu sait si les présences, à la fois dans la structure d'alternance et sur les centres de formation, est importante à suivre, puisqu'elle est un facteur limitant de la prise en charge par les OPCA. Auto-évaluation, évaluation formative, classiquement. Et puis moi, j'assure le suivi longitudinal de la construction progressive du mémoire UC1, UC2, avec la conception et la mise en œuvre du projet d'action. Voilà, donc c'est assez classique, c'est un complément, hein. C'est une valeur ajoutée. Alors pourquoi ça marche comme ça? Parce que d'abord, les stagiaires sont jeunes et ont peu de temps pour la FOAD. Hein. Ils sortent très souvent du CREPS et ils se précipitent dans leur voiture pour aller donner des cours dans leur tennis club le soir. Ils ont une autonomie méthodologique assez basse, hein. Ils sont très scolaires dans leur comportement, hein, même ceux qui arrivent de la fac. Et donc, c'est un public qui a du mal, qui n'a pas la place vraiment pour intégrer une utilisation de Spiral approfondie. Ensuite, le processus de formation qui est proposé par le tennis et par le coordonnateur et les formateurs, l'équipe, est assez académique, classique, très souvent magistral. C'est comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça parce que c'est aussi formaté par une fédération française de tennis qui labellise les formations et qui a des exigences très, très importantes. Voilà, donc ce DE tennis, la FOAD a été une valeur ajoutée à la formation. C'est intéressant, mais on a du mal à aller plus loin et à utiliser l'outil autrement.
Quand on m'a demandé, alors que je ne suis pas du tout rugbyman, mais alors vraiment pas du tout, bien que j'apprécie beaucoup et de plus en plus cette discipline en la découvrant, quand on m'a demandé de coordonner le rugby, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jérôme Gardon et qui est un jeune lyonnais d'ailleurs, qui est descendu en Provence pour devenir CTS de rugby. J'avais eu l'occasion de le rencontrer dans sa préparation professeur de sport, et donc j'ai exigé d'avoir un référent rugby pointu pour m'épauler dans la coordination. Quand on décrit la formation, c'est complètement différent. On a 15 stagiaires, ils ont entre 20 et 50 ans. Il y en a quelques-uns, très peu, qui sont en contrat de professionnalisation, quelquefois en CAE, hein, qui est les contrats aidés des assos. Il y a des gens qui sont bénévoles, en requalification, qui exercent d'autres métiers. On a eu un prof de physique, on a eu un maçon, on a eu un plombier, je ne sais quoi d'autre. Des gens qui sont investis dans le rugby bénévolement, qui entraînent depuis de nombreuses années, qui enseignent aussi dans les écoles de rugby et qui voulaient à un moment donné passer un diplôme d'État pour eux, pour se former. On en a quand même pas mal. On a quelques joueurs en recherche d'emploi, c'est-à-dire des gens qui sortent des clubs, qui jouent à un bon niveau et qui espèrent obtenir un emploi avec ce diplôme. Alors souvent, on leur attribue des places région. On utilisait aussi la formation initiale, malheureusement, elle a disparu pour financer les formations. Et puis maintenant, arrivent aussi sur le marché de la formation et dans nos formations, des joueurs pros ou anciens pros qui jouent en Fédéral 1 ou en Pro D2, on en a eu, et qui sont en reconversion et qui sont d'ailleurs français ou étrangers. On a eu un Gallois, Chris Wyatt, on a eu un certain nombre de gens qui se sont installés en France et qui passent des diplômes français. Et puis maintenant, on vient de conventionner avec le RCT pour 4 joueurs qui jouent encore dans le top 14 ou qui sont blessés ou qui vont sortir du dispositif et qui anticipent une reconversion. Donc vous voyez bien que ce public-là, c'est le contraire du tennis, c'est vraiment un public qui est un patchwork de cas particuliers. Donc Et alors, au niveau du rythme, c'est évidemment très différent puisqu'on a 13 regroupements de 5 jours, hein, échelonnés un par mois à peu près sur la formation. On a beaucoup de gens allégés, soit parce qu'ils ont des cursus particuliers, on arrive au positionnement à les alléger de formation et à diminuer donc le nombre d'heures à fournir. Et puis on a aussi pas mal de joueurs qui ont le brevet d'état de rugby et donc qui passent que la moitié du diplôme. Donc tous ces cas sont très particuliers, très hétérogènes. Chaque stagiaire a une histoire très, très singulière. Donc face à cette problématique d'hétérogénéité, on a essayé, au moment où on a monté le truc, de s'appuyer sur l'outil FWAD et d'en faire un stimulus, un outil qui va stimuler un certain nombre de processus. Alors l'équipe de formation, elle est très intéressante pour moi parce que bon, donc le prof de crêpes c'est moi bien sûr et le CTS c'est Jérôme Gardon. Donc on travaille en co-coordination de manière tout à fait égale et assez facile, homogène. Et puis Jérôme, il dirige une équipe de 5 spécialistes du rugby qui sont ce qu'on appelle dans le rugby des CRT, c'est-à-dire des conseillers rugby territoriaux, départementaux en fait, et qui sont des personnels salariés du comité de Provence. Donc cette équipe-là, les 7 là, c'est vraiment le noyau de formateurs. Il y a quelques formateurs qui interviennent ponctuellement sur des spécialités, mais c'est nous qui, à 7, tenons la formation. Compte tenu du fait qu'ils ont aussi une habitude de travailler en équipe sur d'autres secteurs de développement, de détection des jeunes, etc., ça a été facile pour moi de leur proposer Spiral comme un support de coordination pédagogique. Donc finalement, on s'est appuyé sur l'outil pour faire de la coordo, parce qu'on s'aperçoit souvent, enfin je ne sais pas quel est votre sentiment, mais très souvent dans les CREPS, les formations, c'est un emploi du temps et une équipe de gens qui veulent bien donner de leur temps là-dedans et qui viennent apporter leurs compétences. On se rencontre certes
plus pour régler des problèmes justement d'emploi du temps que pour faire vraiment bâtir des processus de formation partagés. Donc là, moi, je leur ai proposé de vraiment s'appuyer sur Spiral là-dessus. On va voir comment. Donc tous les acteurs, les 7 personnes que je viens de citer sont administrateurs, et donc peuvent rentrer, sortir, produire, corriger, j'en passe les meilleurs. Il faut dire aussi que la formation, elle est conventionnée avec le comité de Provence, et donc dans cette convention, ben, il y a un échange financier, hein, qui fait que, et rétrocéder une certaine somme au comité de Provence qui, par ce biais, allège sa charge salariale à propos des RCT. Et les RCT sont aussi motivés dans leur implication parce qu'ils savent très bien que cette convention garantit leur emploi et l'implication et le développement de la formation en rugby dans le secteur de la Provence et de la Côte d'Azur garantit une part de leur emploi. Donc, pour répondre à cette diversité du public, on a cherché à passer par la FOAD. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire créer toutes les conditions pour que chaque fois qu'il y a quelque chose, la FOAD est au centre du dispositif. Donc, elle est au centre de la communication entre les formateurs, c'est-à-dire que la coordo, les échanges se font par Spiral. La communication entre les tuteurs, donc nous on a des tuteurs qui sont aussi variés que les stagiaires parce que les clubs d'accueil des stagiaires sont aussi variés et le statut des tuteurs dans les clubs est très varié. Donc il y a des tuteurs qui sont très proches de leurs stagiaires, d'autres qui sont plus éloignés et des rapports, des interactions entre stagiaires-tuteurs qui sont très bonnes ou pratiquement inexistantes. C'est un gros problème qu'on cherche à résoudre en mobilisant les tuteurs. Et donc, il y a un espace qui leur est dédié. Et ça nous permet aussi de communiquer avec eux et d'arrêter d'aller sur place faire des visites qui, finalement, sont très factices, de mon point de vue, et très coûteuses. Et puis, c'est aussi, évidemment, de la communication avec l'ensemble des stagiaires. Et puis, on a essayé aussi, et ça, c'est ce qui me paraît le plus important, sûrement pas novateur, mais on a trouvé cette entrée. On a mis la FOAD au centre de l'acte de formation. Et donc, elle existe en amont du regroupement, pendant le regroupement et en aval du regroupement. De toute façon, il faut passer par là, passer par Spiral. Alors, en amont, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande d'y aller. Mais on a créé une situation qui, entre guillemets, les oblige. Bon, après, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et un certain nombre de stagiaires, bien évidemment, dans les cohortes qu'on a déjà passées, n'ont pas joué le jeu. Et donc, n'ont pas exploité ce qu'on leur proposait. Et ont eu des difficultés de certification. Donc, première chose, s'approprier des savoirs documentaires, ça c'est classique. Mais aussi faire des recherches thématiques, c'est-à-dire qu'on leur passe commande entre les sessions, on appelle ça des commandes intersessions, des thèmes à étudier, spécifiques, techniques ou plus généraux, et ensuite une restitution sur la FOAD, un partage de leur production pour tous les stagiaires, et ensuite on le verra, une restitution en groupe dans les périodes présentielles. Par quel outil? Il distribue dans les espaces, où il distribue dans les espaces, c'est selon, ou alors ils ouvrent par notre intermédiaire, ils nous contactent et on ouvre un nouveau fichier, on charge un nouveau fichier, après l'avoir lu d'ailleurs en général. Alors quand c'est nous, c'est les 7, hein. Heureusement qu'on est 7 parce que sinon on ne pourrait pas. Le gars a produit quelque chose, il nous le transmet par la FOAD, on le vérifie et après on l'installe en tant qu'administrateur à disposition dans l'arborescence qu'on a créée, quoi. Voilà. Donc c'est un fichier, un point doc ou Ouais, c'est un point doc, ouais. Par exemple, moi qui m'occupe beaucoup bien évidemment, vous l'avez compris, de l'UC1, UC2, je demande à un stagiaire en début de formation de me traiter la recherche thématique sur le club sportif et les collectivités territoriales. Il y a des trucs sur la FOAD et puis il y a des trucs sur Internet. Bon.
Et donc je lui passe commande par écrit de ça. Il travaille en amont et il est censé le restituer sur la FOAD pour tout le monde et surtout le présenter. On va voir que... Bon. Donc ce qui fait que quand on aborde le problème de l'évaluation de la structure sportive dans son environnement, il y a un mec qui a fait le boulot et qui va être capable d'intervenir directement là-dessus. Bon, il y a aussi un certain nombre de quelques outils d'évaluation. Surtout mes collègues ont balancé des questionnaires de vérification de connaissances. Et puis, ça nous permet de réaliser aussi des évaluations formatives et demander des productions qui servent d'évaluation formative pour préparer les certifications. Ça, c'est en amont. Pendant le regroupement, la quasi-totalité, et c'est ça que... Enfin, la FOAD nous a aidé à faire ce changement d'approche de formateur qui est difficile à faire de mon point de vue quand on est installé dans des habitudes. C'est-à-dire qu'on s'est imposé à la fois de passer systématiquement par spirale, mais aussi on s'est imposé ça, c'est-à-dire de faire des travaux dirigés quand on a les stagiaires en face à 90%. De faire que ça. Et de jamais dire la messe ou vraiment de manière exceptionnelle. Donc le stagiaire fait des interventions lui-même, ok. Il est chargé, il sait que quand il vient, il aura un moment pour lui et pour s'exprimer, ou pour animer un atelier. Le stagiaire, il conduit des séances puisqu'il y a beaucoup de choses sur le terrain. Et le stagiaire, il participe à des débats contradictoires qu'on anime, nous, à partir des thématiques qu'on a proposées en amont. Donc, sauf les interventions ponctuelles de spécialistes, on a un gars qui vient sur la prépa physique, par exemple, qui fait une intervention d'une journée. On a des interventions aussi sur les pratiques addictives, on a quelques interventions comme ça. Nous, on s'est imposé collectivement, on a choisi collectivement, en s'appuyant sur cet outil et en s'épaulant de cet outil, on s'est interdit des approches magistrales. Alors quelquefois, on le regrette presque, parce que c'est quelquefois nécessaire, mais pour l'instant, on en a fait une règle. Donc modestement, pour nous, on appelle ça de la pédagogie inversée. On essaye de s'approcher de ces approches-là, mais très modestement, je le reconnais. Mais j'ai voulu... Je t'écoute. Pourquoi vous êtes interdit des interventions magistrales? Alors... un principe de la pédagogie inversée. Moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi s'interdire à un moment donné dire, bon, là, on sent qu'il y a besoin d'un apport un peu descendant, transmissif. Ouais. Alors, cet apport-là descendant, on essaye de leur procurer en amont de... On les voit très peu finalement, on les voit 13 fois 5 jours. Tu vois? Bon, d'abord, ça c'est la première raison. Donc quand on est avec eux, on n'a pas envie de leur dire la messe. Et pourtant, on est tenté de leur dire la messe parce que c'est dans notre culture. Moi, ça fait des années que j'enseigne. C'est plus facile pour moi de me pointer les mains dans les fouilles avec le cours tout préparé dans la tête, d'ouvrir un PowerPoint et de dérouler. Bon. Donc on s'est interdit ça d'une manière assez rigoureuse pour changer de façon. Donc pour nous changer, nous d'abord, parce que je pense, moi, personnellement, que la formation à distance, c'est d'abord se déplacer en tant que formateur et changer ses habitudes. C'est ce que je crois et c'est pour ça qu'on a essayé cette entrée-là. Bon. Et peut-être qu'on reviendra à un équilibre plus... Mais pour l'instant, on en est à la 3e, on va rentrer à la 4e. On s'impose ça. Et ça nous a bousculé et ça nous a mis en colère quelquefois. Parce que quelquefois... on était désemparés devant le truc à faire, quoi. Parce que ça va, le concept est intéressant, mais passer à l'acte, c'est différent. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, en aval des regroupements, ça c'est un truc que j'ai installé cette année. Je l'avais commencé dans ma partie et puis les collègues l'ont repris. C'est-à-dire qu'on demande aux stagiaires de reformuler à l'écrit leur prise de notes. Mais sur des trucs très réduits, qui les obligent en mémoire courte à produire un truc. Alors certains ne le font pas, hein, je vais être honnête, ils ne le font pas.
on les engueule, ils ne le font pas quand même, et tant pis pour eux. Bon, mais ceux qui le font, ben on prend le temps de lire ce qu'ils ont écrit et puis de les conseiller quand c'est nécessaire. Bon. Et ça, tous les administrateurs, quel que soit le sujet, y compris moi sur le rugby, je vais voir quelques productions quand je suspecte un stagiaire de ne pas être bien capable de faire ce travail-là. Ok. Ça, par rapport à ce que tu dis, s'il n'y a pas de cours, entre guillemets, direct, magistraux sur le truc, ce genre de prise de notes, c'est sur quel type de... Ben, sur les interventions des uns et des autres. Parce que, oui, c'est nous qui ne faisons pas de magistralité. Mais il y a un certain nombre de stagiaires qui interviennent sur des aspects. Tu vois, cette année, on a eu la chance d'avoir dans la formation le New Z qui a joué Fraser. Bon, il a suivi la formation très brillamment d'ailleurs, en langue française alors qu'il est néo-zélandais. Enfin, c'est un type qui est très enrichissant. Et lui, c'est un numéro 10, il est spécialiste du jeu au pied. On lui a proposé de faire un certain nombre d'interventions, de faire part de ses expériences, mais de construire. Voilà. Puis après, il y a eu des débats là-dessus. Alors, Jérôme t'en parlerait mieux que moi, parce que... Mais globalement, si tu veux... Voilà. Et donc, oui, il y a de l'actif. Hein, ils ne sont pas là simplement à faire des jeux. Hein. Mais par exemple, une prise de notes sur des séances à la UC le soir, où il y a un qui passe, etc., les autres ont à produire quelque chose, à prendre des notes, à prendre des notes sur les débriefings de séances, des choses comme ça. Voilà, on essaye de fonctionner comme ça. Alors, bon, entendons-nous bien, là, je vous présente le système qu'on a mis en place collectivement pour essayer de sortir de ça. Cela dit, on a un public en face qui est très hétérogène, donc il y a des gens qui comprennent tout de suite et qui le font à fond et qui en sont en général très satisfaits. Et puis il y a de la résistance au changement, et puis il y a aussi des incapacités pour certains à adopter le principe, et donc on essaye de les aider. Les commandes d'insertion ont toujours des plages de production et des plages de correction. C'est-à-dire que quand on fait une commande intercession par l'intermédiaire de Spiral, on leur dit c'est un rendu de telle date à telle date, et vous serez corrigé avant telle date. En dehors de ça, s'ils rentrent trop tard, on ne corrige pas. Ils rentrent jamais trop tôt, donc s'ils rentrent trop tard, on ne corrige pas. Même s'il faut le faire, on ne le fait pas. Bon. Et on s'impose, nous, de le faire, ce qui nous... Quelquefois, il n'est pas facile, mais on essaye de le faire. Pour que ça soit un peu clair, quoi. Alors moi, par exemple, sur l'UC1, UC2, je consacre pratiquement tous mes mercredis devant l'ordi à aller chercher les infos et à les corriger. Et donc, c'est moi qui fais le suivi longitudinal du mémoire UC1, UC2. Voilà. J'ai pratiquement fini. Alors, cette formule, elle est coûteuse, parce qu'elle est coûteuse. Elle implique une interaction très, très forte entre les formateurs, parce qu'on est obligé de communiquer beaucoup. Cela dit, eux, ils communiquent sans arrêt sur d'autres actions, parce qu'ils se voient pratiquement toutes les semaines sur les terrains, dans les tournois, dans des réunions au comité, etc., les 6. Et donc moi, je suis un peu le vilain petit canard de la bande, mais je les rencontre très souvent et j'essaye de communiquer avec eux en me débrouillant au téléphone, par mail, etc. Bon. Mais ce système nous oblige à ça, et c'est coûteux, c'est vrai, en énergie. L'interdit, tu l'as évoqué, mais je voulais souligner que l'interdit de la magistralité est douloureux pour tout le monde, pour beaucoup, hein, parce qu'on est tenté de ça tout le temps. Pour chaque intervenant, le processus, il est chronophage aussi, parce qu'on y passe quand même du temps. Donc, heureusement, on est tous des pros, il n'y a pas de bénévoles là-dedans. Hein, et on a tous un intérêt personnel à s'impliquer dans cette formation-là plutôt qu'une autre. Eux particulièrement parce qu'ils sont sur la planète rugby et qu'ils y croient, et moi parce que c'est mon job essentiel, c'est ma formation centrale au CREPS, et que j'ai négocié du temps pour ça aussi. Hein. Pour le stagiaire, elle implique une autonomie personnelle forte, qui est très difficilement mesurable à l'entrée en formation. En tout cas, si vous avez des idées pour la mesurer, je suis preneur, parce que quelquefois on se trompe énormément. On croit à des gars qui vont dire celui-là, ça va le faire, il va être fiable et tout, il va bosser chez lui, il va ouvrir la foi dès qu'il en aura l'occasion. Et puis, et puis d'autres,
dont on douterait, puis qui comprennent que ça les structure, que ça balise leur truc, et qui rentrent dedans, et puis après ça marche. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, pourquoi je la crois efficace, moi? Parce que il y a de l'échange, il y a de la complémentarité, descendante et ascendante, et la complicité aussi. Et ça, pour moi, en formation, la complicité entre les acteurs, stagiaires, formateurs, entre les stagiaires, c'est un mot donc, auquel je tiens beaucoup. Et puis, c'est peut-être une approche pour arriver à ça, si un jour on y arrive, c'est-à-dire faire vraiment de l'acquisition de compétences et pas combler des manques de connaissances ou inoculer de la connaissance. Voilà ce que... Le dernier point, j'ai fini, hein. Le dernier point, c'est que la manière dont on le gère, ça rentre dans la vie quotidienne du stagiaire. Un stagiaire qui, comme je vous l'ai dit, ou il est jeune, ou au contraire il ne l'est pas, il a un boulot, il va dans le club quand il peut, il vient en formation pendant des jours de congé, et il a une famille et des enfants à gérer, ou j'en sais rien. Donc, par ce système-là, on force un peu la porte, et on le met dans une situation où il est obligé, au quotidien, ou en tout cas de manière régulière, hebdomadairement, de penser à la formation. Ça évite ce qu'on a vécu antérieurement, c'est-à-dire un stagiaire qui vient passer une semaine en faisant des efforts colossaux, une semaine avec vous, et puis qui sort de la formation, qui vient faire ce qu'il fait depuis des années dans le club de rugby, et voilà. Et qui donc ne fait pas jouer l'alternance, donc ça la renforce. Et ça, c'est important, et les stagiaires dans les bilans nous disent, au début c'est vachement dur, et puis bon, quand on y a goûté, et quand on a évalué que c'était intéressant pour nous, et plus facile finalement, ben, ça structure le temps, etc. Et ça, les gars, on reste en contact quand ils s'en vont. On a des gars qui sont à Nice, hein. Y en a un qui arrive de Béziers cette année, etc. Donc on a vraiment une géographie un peu compliquée. Voilà, messieurs, dames, merci de m'avoir écouté. Thank you.